Nous vivons un temps où l'accès au savoir et connaissances n'a jamais été aussi grand, ni instantané, par un simple clic de souris. Nous pourrions nous en réjouir, et nous le pouvons dans beaucoup de cas. Ainsi, nous arrivons parfois à réparer notre électroménager, notre voiture, faire pousser des légumes, sans avoir aucune connaissance ni expérience préalable, profitant de celle d'un humain pouvant se situer à l'autre bout de la Terre. Et tout ça en quelques minutes de recherche sur le web, confortablement installé sur nos canapés. Une véritable révolution. Une chance, sans aucun doute, que cette mutualisation des savoirs et savoir-faire d'une grande partie de l'humanité. Pourtant, cette quasi-irréfutabilité de la connaissance ne s'applique qu'aux domaines liés à la technicité humaine. Dans cette mise à disposition numérique philanthrope, dès que la doctrine arrive à se frayer un chemin, si petit soit-il, nous nous retrouvons submergés, inondés du grand déversoir des idéologies humaines. Arguments et contre-arguments, enquête et contre-enquête, loi et jurisprudence, chiffre contre chiffre, institut officiel contre institut officiel, cabinet indépendant contre cabinet indépendant. Nous nous retrouvons noyés dans un chaos informationnel. Si certains arrivent rapidement à se sortir la tête de ces eaux troubles, c'est bien souvent en faisant confiance aux sources paraissant les plus crédibles, aux sources officielles, en suivant le courant de la majorité audible. Car en démocratie, cette belle démocratie que nous défendons, la vérité triomphe toujours, en ressortant d'elle-même par l'intelligence collective, non? C'est encore une forme de mutualisation de l'intelligence humaine, prendre la somme des réflexions individuelles. Et puis, un autre argument que l'on n'ose pas toujours s'avouer, entre autres parce qu'il discrédite complètement l'argument précédent, est qu'il est tellement plus réconfortant de se retrouver du côté des plus nombreux, de ceux qui ont avec eux l'État et sa violence légitime, qu'elle soit physique ou morale. Malgré notre culture et notre évolution, certains de nos comportements primitifs restent inchangés, et il est certain que la peur de l'exclusion n'est pas prête de quitter notre ADN. Parfois, pourtant, le doute persiste, et nous trouverons toujours des personnes abondant dans notre sens sur cette toile infinie qui relie plus de 5 milliards d'individus les uns aux autres. Plus que des personnes, nous trouverons des statistiques, des témoignages, des exemples concrets, autant dans un sens que dans l'autre. Alors, que faire? Comment trouver une réponse si nous n'arrivons pas à nous complaire à naviguer dans ces eaux troubles de la dite vérité? Deux solutions s'offrent à nous, dans ce cas de conscience inconfortable. La première consiste à mobiliser toute son intelligence, sa mémoire, son énergie et son temps pour chaque sujet où nous n'adhérons pas à la parole publique. Dévorer toutes les informations qui existent, les croiser, se faire une culture générale colossale pour être sûr de bien tout prendre en compte. Étudier l'histoire, aussi loin que nous le pouvons, à travers tous les endroits du globe, pour avoir la vision la plus panoramique possible, avant de valider pour de bon sa prise de position. Certains font ce travail colossal, et nous avons besoin d'eux pour notre propre décision cornélienne. Mais si intelligents soient-ils, je ne pense pas qu'ils aient la capacité réelle de tout apprendre, critiquer, assimiler, et confrontés à un esprit opposé au leur, on assisterait à deux empires de pensée, s'affrontant dans un déluge de connaissances contraires, chacun des empires trouvant une faille dans chaque attaque de son adversaire, des chevaux de Troie déjà habilement positionnés en face lors de la construction de leur propre empire. Car, plus que l'incapacité structurelle, que je pense réelle, du cerveau humain d'avoir une connaissance absolue, c'est notre subjectivité, le côté émotionnel de notre cerveau, que je mets encore plus en cause. Nous avons beau nous prémunir de toute déviance dans notre quête de la vérité, le moteur de cette recherche titanesque et chronophage est bel et bien notre passion. Au final, tout argument est réfutable, toute étude peut être jugée biaisée, toute statistique peut être orientée, tout exemple a son contre-exemple et tout fait peut être amoindri ou discrédité.
Alors, pour ne pas perdre pied, beaucoup voient en nos États des arbitres divins, ayant, grâce à leurs outils, leurs technologies, leurs effectifs et leur génie, la possibilité et la mission de nous délivrer la vérité. Mais les deux problèmes que je viens d'énumérer se posent de la même façon pour une personne physique que pour la personne morale que constitue l'État. Désolé d'en décevoir certains, mais l'État n'a rien de divin, ni rien de pur. La deuxième et seule solution qu'il nous reste donc est de faire confiance à notre raison. Dit comme ça semble d'une naïveté presque poétique. Pourtant, c'est bien cette solution que j'ai choisie. Je parle bel et bien de raison et non d'instinct. Là où l'instinct ne se fierait qu'à un ressenti, lui-même défini par un inconscient déjà bien plus structuré qu'on ne le pense, la raison s'appuie sur des connaissances, des compréhensions et du discernement. D'où, entre autres, la nécessité d'observer ces sachants de tous bords, se querellant indéfiniment devant nos yeux et nos oreilles pour nourrir notre réflexion de spectateur. Ainsi, décomplexés par notre consciente absence d'absolutisme, nous pouvons sereinement ouvrir nos remparts intellectuels à tout argument, de tous bords, et même nous oser à cette folie qui est l'empathie envers celui qui pense différemment de nous. Il faut donc de la connaissance, mais pas à outrance, au risque de perdre pied en érigeant des murs intellectuels bien trop hauts pour conserver une vision éclairée du monde, à mon humble avis. Et surtout, il faut faire confiance à notre discernement. Il s'agit de s'ouvrir aux autres à chaque instant pour mieux revenir à notre introspection. Notre force résidant en notre logique, notre mécanisme de pensée. Notre perméabilité au tumulte d'autrui, nous renforçant un peu plus chaque jour dans nos convictions. À présent, je vais prendre quelques exemples, qui n'engagent que moi, et s'ils ne plaisent pas à certains, je les soutiens totalement dans leur démarche farouche de ne pas être pollués par le torrent de la raison d'un autre. Sans tomber dans le conspirationnisme tellement à la mode, ou dans une forme d'anarchisme improductif, analyser l'existence même de nouvelles cellules fact-checking de nos journaux mainstream, ou savoir observer un homme politique mentir frontalement, puis devoir quelques jours après se démentir sans l'admettre d'un air agacé et agressif, valent toutes les références du monde. Dans le premier exemple, certains loueront la philanthropie paternaliste de quelques milliardaires possédant des médias déficitaires dans le seul but de propager la vérité, tels des apôtres à la droite de la providence étatique. Dans le second, des hommes représentant cet état de grâce, mais n'en restant pas moins des humains dans cette lourde tâche, montrant parfois leur vulnérabilité attachante à travers une incompétence exceptionnelle due au caractère soudain et apocalyptique des circonstances. L'eau trouble coulera des gens heureux, à coups d'arguments et contre-arguments infinis. La vérité est malheureusement subtile et indémontrable. S'agit-il de croire en la vérité ou de la connaître? La connaissance étant pour nous un infini océan obscurci et sans fond, et la croyance portant en elle le danger de céder à la facilité intellectuelle. Ce périlleux équilibre entre les deux ne peut venir que de notre propre expérience et compréhension du monde. La vérité ne viendra jamais des autres, elle est en nous. Et vous, qu'en pensez-vous?